Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec pour cette deuxième heure, Monsieur Roy, il est là, Vincent Roy. Bonjour Monsieur de Villeneuve. Vous allez bien? Mais ça va très bien. Monsieur Raphaël Steinville. Bonsoir Pierre. Directeur adjoint des rédactions du Journal du Dimanche. Bonsoir. Et nous accueillons Jean-Marie Ponto, un ancien d'Europe 1. Bonsoir. Au milieu des années 90, un passage par Europe 1, une carrière journalistique au point et dans plein d'autres parutions également. Vous co-signez, cher Jean-Marie Ponto, Daesh, la contre-attaque, enquête sur le nouveau visage de l'État islamique. On apprend beaucoup de choses sur Daesh, dont on situait sans doute très très mal la chronologie, parce qu'on avait dit il y avait Daesh, ensuite il y a eu l'État islamique, ensuite il y a eu d'autres... Enfin, en fait, ce que vous expliquez dans ce livre, c'est qu'il y a 250 Français encore détenus dans les camps en Syrie, dont 120 enfants, que la prison, encore en prison, Daesh continue sa propagande, notamment au sein des cellules, et qu'il y a 1800 morts chaque année encore à cause de Daesh, qui n'a ni baissé les bras, ni baissé les armes. Absolument. On aurait pu penser, après la disparition de l'État islamique, qui a été donc tué par la coalition exterminée, que Daesh, que l'État islamique était mort. En fait, c'est absolument faux. Il s'est reconstitué d'une autre façon et il se développe d'une autre façon. Et c'est ça qu'on a voulu retrouver dans ce livre. On a fait une très grosse enquête pour essayer de voir les nouveaux développements de l'État islamique dans le monde, et en France, en Europe, en Afrique, parce que c'est là quand même là où il est actuellement le plus fort. Et puis en France aussi, puisqu'il y a eu régulièrement des attentats revendiqués au nom de l'État islamique. Alors, c'est plus la même méthode, c'est-à-dire qu'au moment du Bataclan, il y avait des commandos qui venaient de l'État islamique et qui étaient organisés, et qui venaient... Là, on a des gens qui sont cooptés avec une espèce de propagande incroyable, en particulier sur le net, de jeunes, puisqu'il y a de plus en plus de jeunes. L'an dernier, il y a eu, je crois, sur 19 mineurs, dont 10 qui sont en prison et un qui a 15 ans. Donc, ils détectent les jeunes, ils leur passent des vidéos de décapitation, d'épouvantables, et ils cueillent comme ça les plus radicalisés. Et puis, ils les radicalisent parce qu'au plus jeune âge, on est forcément beaucoup plus influençable. Bien sûr, puis ça c'est assez excitant, enfin si j'ose dire, de façon épouvantable. Mais en plus, alors je parle de la France, il y a ce recrutement de jeunes, et puis il y a eu aussi certaines communautés ciblées par Daesh, en particulier la communauté tchétchène, qui sont ceux qui sont quand même responsables pour les membres. Alors, c'est la partie la plus pas attaquée de la communauté. C'est les membres radicalisés, mais c'est quand même eux. Oui, il y a tout un chapitre sur Dominique Bernard et sur Samuel Paty. Qui sont quand même des Tchétchènes et Ingouches qui ont été. Alors, c'est des communautés assez spéciales, mais si vous voulez, quand même, c'est eux qui sont à l'origine de la mort du professeur Bernard. Et alors Bernard, c'est particulièrement intéressant parce que l'assassin à Arras, bien sûr, à Arras, Mohamed Mougochkov, est en vie, c'est rarissime, et il va passer en procès aux assises l'an prochain. Et là, on va avoir, de l'avis des spécialistes qui l'ont connu, de la police, et ça, un cas extraordinaire, quelqu'un qui va développer sa pensée, qui la revendique. Oui, non, mais il y a plein d'informations dans ce livre, et notamment Mougochkov racontait que son père est passé à un moment donné, il s'est rendu dans les pays de l'Est, à Varsovie, et puis le FSB l'avait traqué, et il s'était rendu compte qu'il voulait faire des attentats contre la Russie. Donc ils avaient fait en sorte de l'évacuer, en tout cas de la Russie. Et puis alors, une dernière information avant de laisser la parole à mes camarades, c'est la CIA. Elle a eu beau tuer les califes les uns après les autres. Je crois qu'elle en a tué 4 depuis Al-Qaïda pas Al-Qaïda, mais justement Daesh et l'État islamique. Et puis le résultat, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, je rappelle ce chiffre terrifiant, 1800 morts chaque année, encore à cause de Daesh. Raphaël Steinville. Oui, Daesh a été défait militairement. Mais est-ce que finalement la menace n'en est pas plus cruelle, plus diffuse, plus compliquée encore pour les services de renseignement à repérer? Est-ce que finalement cette nouvelle génération de djihadistes n'est pas plus difficilement identifiable par les services de renseignement? Alors, là, vous parlez plutôt de la France et de l'Europe. Oui, bien sûr. Parce que sur les autres continents, en particulier le continent africain, on en dira un mot, parce que là, c'était terrifiant. Oui, en même temps, si vous voulez, moi, j'ai été quand même assez épaté par le travail formidable que font les services de renseignement
pour justement essayer de localiser les gens qui sont radicalisés. Parce que à travers les vidéos, il y a une recherche permanente. Et la réussite a quand même été les Jeux Olympiques, où il y a eu 3 tentatives d'attentats qui ont été déjouées. Et chaque année, il y a des tentatives d'attentats. Mais c'est vrai que le fait que ces gens-là soient autonomes, n'aient pas de contact direct, ni ne soient pas dans des filières organisées, fait qu'ils sont très, très difficiles à repérer. Et donc, les services de renseignement, je crois, filtrent tous les signaux qui viennent. Je crois même qu'ils font de l'infiltration de temps en temps. C'est-à-dire qu'il y a même, je crois, un cas où ils ont proposé des armes à des gens pour les faire tomber. Et ça fonctionne assez bien. Mais on est toujours à la merci, effectivement, de quelqu'un qui passe à travers les gouttes. Et puis, ce que vous disiez tout à l'heure, il y a les gens qui sont en prison qui vont sortir, et il y a des gens qui vont revenir aussi des camps de prisonniers. Et là, il y a une masse qui inquiète quand même beaucoup, en particulier le PNAT, c'est-à-dire le parquet antiterroriste, qui lui est très inquiète. Vincent Roy. Oui, quel est le but profond de Daesh? Bon, on imagine que c'est facilement que c'est l'établissement d'un califat mondial. Mais l'idée, elle est folle. L'idée, elle est folle. Elle est en soi irréalisable. Donc, le fanatisme a décroché de tout réel, si j'ose dire, puisque c'est assez vain, finalement. C'est vain, et ça dépend où on est. Oui. Par exemple, en Afrique, je crois que c'est pas vain, malheureusement, du tout. Il y avait un militaire américain qui disait que l'Afrique était le centre de gravité du terrorisme mondial. Bon. Et là, quand on voit ce qui vient de se passer, ce qui se passe au Mali, oui, quand même, je rappelle que avant-hier, les Américains ont demandé aux citoyens américains de quitter le Mali. Parce que, ça a commencé par les Français, maintenant c'est les Américains. C'est américain, et je pense que le Mali, le Burkina Faso tomberont dans les mains de Daesh, et qu'on aura une nouvelle. L'Afrique, j'entends, mais l'Europe va résister. L'Europe, j'espère que l'Europe va résister. Alors, l'Europe a été plus frappée qu'on imagine, parce qu'on parle de la France, mais il y a eu des attentats en Allemagne, en Angleterre, dans les pays. Donc, il y a plusieurs pays qui sont... mais l'idéologie, et c'est pour ça que je dis que le procès de Mokouchkov va être intéressant, parce que il revendique, il explique, il dit c'est la langue du diable. Vous êtes la langue du diable. Et voilà, la démocratie, les laïcs, c'est intolérable. Et il tue son professeur, quand même, mais pour ça. Jean-Marie Ponto est co-auteur de Daesh, la contre-attaque aux éditions de l'Observatoire. Vous dites c'est la langue du diable. On essaie tous de comprendre le narratif, la façon dont toutes les guerres, ce sont des conquêtes de territoire, ce sont des histoires de jalousie, d'envie, de volonté de conquête. Là, c'est une conquête qui est particulièrement terrible, puisque on conquiert une civilisation. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que si Daesh, sous quelque forme que ce soit, se recompose en force, peut-être au Mali, peut-être dans un autre pays d'Afrique, ça veut dire qu'ils vont pouvoir à nouveau rayonner. Question tout à fait légitime de Vincent Roy, est-ce qu'on est protégé ou pas? Le PNAT a beau s'inquiéter. La vraie question, vous avez dit que c'était aussi intéressant d'entendre ce que va dire Mokouchkov, c'est quel est le narratif et comment est-ce qu'on peut, j'allais dire, contrer ce narratif, notamment auprès des plus jeunes, en disant ce qu'on essaye de vous faire croire d'abord n'est pas vrai, et ensuite c'est une guerre contre vous-même, puisqu'on vous offre une civilisation, ici en France, en Europe, en Allemagne, en Espagne, en Italie, aux États-Unis. Il y a un terreau quand même qui est là, qui est offert à des gens qui viennent parfois effectivement de l'immigration de ces pays où s'installe Daesh, mais en réalité, on vous fait faire quelque chose qui est pas dans le, j'allais dire, dans le propre jugement de ce qu'il faudrait faire, Raphaël Stainville. C'est ça le truc, c'est que civilisation contre civilisation, en fait. Oui, là, on touche quelque chose de très très grave. C'est pour ça que je pense qu'il y a peut-être quelque chose qu'on ne perçoit pas aujourd'hui, c'est que le djihad n'est pas seulement guerrier. Le djihad, il est aussi culturel. Idéologique. Bien sûr. Et de ce point de vue-là, il opère toujours à bas bruit, dans nos banlieues, dans nos pays européens, sans que finalement on en mesure les dangers. Et c'est peut-être ça le problème, c'est que bien sûr il y a l'Afrique et on voit à quel point un certain nombre de pays basculent aujourd'hui, mais sous nos yeux,
il y a aussi une véritable offensive qui est menée sans que finalement on ne réalise à quel point Parce que notre civilisation est en danger. Parce que tout est lié, c'est-à-dire que les policiers français, et notamment ceux de la BAC et de la BRI, l'expliquent assez bien. Ils disent ça commence par un sandwich, on va t'acheter une paire de baskets, et puis tu vas devenir guetteur, et puis tu vas vendre de la drogue. Et puis en fait, ces mêmes vendeurs de drogue sont liés en fait à des islamistes qui ont un autre projet, qui est ce projet dont on vient de parler, qui est le projet contre-civilisationnel. Et en fait, tout est lié, Vincent Roy. Oui, sans doute. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est dans ce combat, qui ressemble à une croisade idéologique, qu'est-ce qui tient du spirituel et qu'est-ce qui tient du politique ? Je précise ma question. Les pontes, les intellectuels de Daesh sont sans doute des croyants, ou pas, c'est vous qui allez nous le dire. Oui, non mais voilà, des fervents, avec une foi chevillée au corps, pour dire de nous-mêmes, enfin des Européens, que nous parlons la langue du diable. Il faut quand même être animé par mais en même temps, en voulant mettre à mal nos démocraties, il y a un combat politique derrière. C'est-à-dire que les deux combats vont conjointement, sont connexes. Oui. La vraie question, c'est pourquoi ça fonctionne quand même. Comment se fait-il qu'il y ait tant de jeunes qui sont quand même attirés par ça et qui fonctionnent là-dedans. Et là, il y a effectivement... Mais parce qu'on vous vend du rêve. Oui, on vend il y a des valeurs. Il y a quand même une valeur matérielle derrière. Oui, bien sûr. Oui. Alors, une transcendance. Une transcendance, oui. Alors, d'abord, on vous vend du matériel et après, on vous dit, vous allez pouvoir passer pour un héros, je sais pas quoi. C'est vrai qu'on est quand même, heureusement, encore sur des cas relatifs, proportionnellement marginaux, si vous voulez. Mais le fait que ça monte de plus en plus, que ça touche de plus en plus de jeunes, il y a aussi, il faut le dire aussi, des psychiatriques, mais il est vrai que derrière, il y a évidemment une idéologie. Quelle est l'idéologie d'installer en France un Qaïda? Jean-Marie Ponto, c'est une folie. C'est une folie, oui. Quel est l'état des services aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'on a la capacité de répondre? Alors, on a parlé de la CIA qui a tué les califes les uns après les autres, mais bon, c'est comme une hydre à plusieurs têtes, ça renaît et parfois, justement, encore pire. Comment est-ce qu'on est, j'allais dire, aux forces sécuritaires? Et là, je parle au niveau occidental. Oui. Mais moi, on a beaucoup travaillé justement avec tous les chefs des services de renseignement, avec la police, avec les magistrats. En France, on a créé en particulier, juste avant les Olympiques, une espèce de force de frappe policière qui est quand même formidable. Et on a judiciarisé, c'est un mot terrible, ça veut dire que dès qu'il y a un événement qui arrive, la justice est immédiatement informée. Donc, dirige les opérations avec les services. On a la DGSI, la DGSE... Et on déjoue des attentats tous les jours. On déjoue tous les jours des attentats, exactement. Il y en a quelques-uns qui passent. Il y en a eu à Grande Motte, ils ont essayé d'attaquer une synagogue. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a un travail de filtrage qui est quand même assez formidable. Soit de dénonciation, parce qu'il y a quand même des dénonciations, soit de repérage par rapport je vous dis, ils inondent. Vous pouvez suivre les mails et les retours et les trucs. Et c'est abominable, hein, les vidéos. J'ai vu quelques-unes, c'est absolument abominable. Il y a des trucs de décapitation qui viennent d'ailleurs beaucoup d'Afrique, qui sont envoyés d'Afrique. Donc, je pense qu'on a un outil policier qui est assez efficace de renseignement. Maintenant, il y a toujours ceux qui passent à travers les gouttes. Eh bien, c'est toujours comme ça. Merci beaucoup Jean-Marie Ponto. Et avec Pascal Sau, vous signez Daesh, la contre-attaque, enquête sur le nouveau visage de l'État islamique. C'est aux éditions de l'Observatoire.